Donc, bonjour à tous, on va lancer le webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est proposé par l'incubateur HEC. Étienne, qui est professeur, et je le laisserai se présenter à HEC Paris. Sachez que si ce webinaire vous intéresse, peut intéresser des gens que vous connaissez, tous les webinaires de l'incubateur HEC sont disponibles en replay sur la newsletter de l'incubateur HEC. Je vais vous poster le lien dans la conversation. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu au courant des futurs événements et puis voir les anciens. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire et puis je vais laisser la parole à Étienne. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir organisé ce webinaire sur un thème qui manifestement passionne les foules. Donc je suis coach à l'incubateur où j'accompagne les entrepreneurs sur souvent une verticale plutôt d'ingénierie financière et de prévision financière, ce qui justifie le thème d'aujourd'hui. Je suis également le représentant d'HEC au comité d'investissement du Paris Saclay Seed Fund, qui est un fonds de capital risque et de capital d'amorçage de 53 millions d'euros. Et j'ai participé à la création de pas mal de startups. Enfin, depuis 30 ans, j'ai accompagné un petit millier d'entrepreneurs dont certaines boîtes se sont cotées en bourse, beaucoup se sont revendus. Et évidemment, la question de la valorisation et de la structuration des deals est quelque chose d'éminemment important. Donc, on va essayer l'idée n'est pas de faire un cours, mais c'est de faire passer un certain nombre d'idées essentielles et on sera ensemble pour une petite heure et je vais essayer de faire porter mon propos sur à peu près 3/4 d'heure pour qu'il y ait des questions-réponses. Mais encore une fois, si vous êtes des start-upers incubés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'occasion de mes passages ou mes sessions Zoom. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer la spécificité des valorisations parfois exponentielles de start-up, et on en prendra une qui m'est particulièrement chère, puisque c'est celle de Big Mama et de Sunday, dont entreprise qui a été cofondée par quelqu'un qui est un des pères de l'incubateur HEC, Victor Lugère, puisqu'il a fait son mémoire il y a 10 ans sur la création d'un incubateur sur le campus, et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Alors, la spécificité des startups, on ne va pas faire de la philo, c'est justement leur caractère exponentiel, et je pourrais vous démontrer mathématiquement en utilisant la technique de valorisation des cash flows actualisés qu'une PME classique avec une croissance de 20%, on va dire par exemple un chiffre d'affaires de 250 000 euros et un excédent brut d'exploitation de 20%, elle vaut 2 fois son chiffre d'affaires de l'année. Ce qui est bien, mais voilà, ce qui n'est pas très sexy. Et la question serait, qu'est-ce qui se passe si la croissance est de 60% et l'excédent brut d'exploitation est beaucoup plus sympathique et de 60%, je peux aussi vous démontrer mathématiquement, avec des fichiers Excel que je peux tenir à votre disposition, que la valorisation est multipliée par 50. Ça veut juste dire qu'au bout de 10 ans, on n'a pas une entreprise qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires, mais une boîte qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est évidemment 3 fois plus rentable par construction. Et guess what? Les venture capitalistes cherchent des entreprises qui sont encore plus explosives que ça, et ce qui va nous amener à l'exemple de Big Mama ou de Sunday, puisque Big Mama n'a pas été financé par des VC, mais plutôt par des gros business angels qui ne peuvent que s'en féliciter. Et donc, il y a des enjeux de scalabilité et donc d'adresser des marchés gigantesques, des marchés de plus d'1 milliard d'euros. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les boîtes de type lifestyle ou autre. On en a eu d'ailleurs certaines à l'incubateur, mais les valorisations qui peuvent apparaître démentes d'entreprises qui elles-mêmes peuvent faire de gros déficits à un instant T sont justement l'anticipation de cash flow futurs gigantesques, que ce soit des boîtes de type Facebook, Google ou autres. Et donc, voilà, ça c'était pour le fichier Excel. Mais on va prendre un cas classique pour entrer dans le vif du sujet. Et on va prendre le cas de Big Mama. Voilà. Big Mama est déjà une boîte archétypique, puisque en fait, les deux fondateurs, Tigran et Victor, ont testé le concept sur le campus, après avoir envisagé de faire d'ailleurs au début un restaurant à crêpes, et puis ils ont pivoté parce que c'était des amoureux de l'Italie. Ils ont tuné leur modèle pendant 1 an. Ils ont testé le concept à la cafétéria d'HEC. Ils ont fait 500 à 600 ventes par jour. Et donc, fort de ces premiers retours, ils ont convaincu des business angels d'investir 1,5 million contre 20%
25% du capital. Je peux dire le chiffre parce que ça a été dit d'ailleurs à des conférences à l'incubateur. Ça veut dire que d'emblée, si vous donnez 1/5 du gâteau à des investisseurs contre 1,5 million, ça veut dire que la totalité du gâteau vaut 7,5 millions, et ça, c'est la valorisation post-monnaie. Et donc, ça veut dire que vous avez valorisé votre concept, parce que à ce stade-là, c'était encore un concept et un business plan, vous l'avez valorisé 7,5 millions moins 1,5 million, vous l'avez valorisé 6 millions pré-monnaie. Et ensuite, comme le concept a bien pris, enfin, ils ont ouvert un premier restaurant qui a très bien marché, ils en ont tout de suite ouvert un deuxième, donc ils ont fait une deuxième augmentation de capital sur une valorisation supérieure à 15 millions, et au bout de plus de 5 ans, maintenant, c'est une entreprise de 1500 personnes, avec un groupe de 14 restaurants. Au moment de la crise du Covid, ils ont pivoté vers des livraisons via Uber Eats et des cuisines, donc le concept qui s'appelle Napoli Gang. Et on en arrive à la start-up, à la spin-off qu'ils viennent de lancer, puisque dans le cadre de la Felicita, ils avaient testé déjà une application qui vous permettait de vous inscrire. Romain connaît bien cette appli, et ça vous permettait, une fois que vous étiez dedans, de choisir et puis d'aller récupérer votre plat, et c'était payé direct. Et donc, en fait, ils ont adressé un pain point qui est simple, qui est universel, qui nous enquiquine tous, qui est le paiement à la sortie. Et c'est ce qui les a amenés à développer une application de paiement par QR code qui arrive à point nommé, puisqu'en plus, actuellement, les restaurants rouvrent, mais sont plutôt en sous-effectif. Et je vous le fais court, mais le cœur du réacteur, c'est évidemment une proposition de valeur lumineuse que même votre grand-mère peut comprendre, même si elle n'est pas sortie d'HEC et qu'elle n'a pas été incubée à l'incubateur HEC. Donc là, la proposition de valeur, c'est que vous pouvez payer en 10 secondes au lieu de payer en un quart d'heure, ce quart d'heure qui enquiquine tout le monde, les convives comme les restaurateurs, parce que ça fait perdre du temps et tout. Et en plus, la proposition de valeur s'accompagne par le fait que les pourboires ont augmenté de 40%, que les gens consomment davantage, plus de 10% par guest, et en plus, ça réduit les coûts bancaires, ce système de paiement par QR code de 50%. Donc là, le concept a été testé évidemment sur les restaurants Big Mama, ensuite sur un certain nombre de restaurants homologues créés par des HEC, par exemple Paris-New York Burger, que Romain connaît bien aussi. Et donc, nos deux amis, Tigran et Victor, qui étaient quand même déjà à la tête d'une entreprise de 1500 personnes, excusez du peu, font un tour de seed en avril dernier de 20 millions d'euros. Généralement, ils lâchent 20-25% du capital, donc ça veut dire qu'imaginons qu'ils ont lâché 25% du capital dans un acte de munificence extrême. Ça veut dire que moi, investisseur, j'ai un quart du gâteau contre 20 millions d'euros. Ça veut dire que le gâteau a été valorisé 80 millions d'euros. Et ça veut dire donc que les trois fondateurs, puisqu'ils se sont associés à Christine Devindel, qui est l'ancienne COO de Mano Mano, donc l'entreprise est valorisée 60 millions pré-monnaie. Et guess what, au bout de 5 mois, ça se passe mieux que prévu. Alors en fait, ils nous ont habitués à ce genre d'upside risk. C'est comme pour la Felicita, ils avaient prévu 2500 commandes par jour en rythme de croisière, ils en font 5000. Vous avez quand même un lieu qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc là, en 5 mois, ils exécutent comme des bêtes en signant 1500 restaurants, donc sur les territoires naturels sur lesquels est représenté Big Mama, la France, le UK et l'Espagne, et également un peu aux États-Unis. L'entreprise est incorporée aux États-Unis, et ils font une série A de 100 millions de dollars, on va dire 85 millions d'euros. Donc là encore, si vous valorisez, si vous lâchez 25% du capital, et on va voir quel est le rationnel derrière ça, ben, ça veut dire que l'entreprise est valorisée 400 millions post-monnaie et 300 millions de dollars pré-monnaie. Et ça veut dire que vous vous condamnez, parce que les investisseurs souhaitent généralement faire un COF3 ou un COF4 pour accepter le risque de tout perdre, puisque c'est du venture capital, c'est du capital risque. Et donc, je vous annonce que, effectivement, Sunday est probablement la prochaine licorne française, tout simplement parce que les entrepreneurs sont des gens assez exceptionnels. Donc, je suis absolument biaisé et conflicté, je les adore, ce que Romain sait très bien, mais là, on a quoi? On a une équipe exceptionnelle, on a un marché mondial gigantesque, on a une proposition de valeur qui est limpide, et on a la nécessité de faire vite pour devenir un standard, parce que la logique des startups, c'est une logique de winner takes all, où
le second et le premier des perdants. Voilà. Donc là, il y a juste la nécessité de devenir un standard absolu, de devenir une marque, de devenir un label. Et d'ailleurs, Tigran Sedou avait annoncé la couleur à une conférence il y a plus d'un an à HEC Alumni, en disant on est une plateforme de marque, ce n'est que le début de l'aventure. Si les gens font la queue chez nous pendant 1 heure pour manger chez nous, c'est qu'ils nous investissent dans quelque chose qui est bigger than us. Et effectivement, c'est Sunday, qui est une entreprise qui d'emblée, au bout de 5 mois d'existence, est valorisée plus que l'ensemble du groupe Big Mama. Donc vous voyez ce coup d'accélération extrême, une boîte, là aussi en termes de métriques, parce que cette entreprise-là, évidemment, celle-là a été financée par des venture capitalistes. L'autre, c'était plutôt des business angels, parce que des restaurants, c'est des fonds de commerce, c'est un peu capitalistique, même si vous pouvez vous leverager vers de la dette. Là, on est dans du software et la scalabilité est plus importante. Donc, en l'espace de 5 mois, ils ont signé 1500 restaurants, ils ont embauché 170 personnes, et ce n'est certainement pas des embauches au SMIC. Donc, ça veut dire qu'ils ont embauché des talents sur lesquels ils ont sans doute aussi lancé un plan de stock option. Et le but, en 1 an, le but annoncé, c'est de multiplier ce nombre de restaurants par 10 et de multiplier les effectifs par 2. Donc, vous voyez bien le business plan implicitement qu'il y a derrière. Donc, c'est un business qui n'est pas people dependent. Enfin, voilà, c'est comme Zoom, son chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en mars 2020, en rajoutant sans doute quelques serveurs et en ne multipliant pas les effectifs par 10. Donc, ça veut dire qu'une fois que cette entreprise sera en rythme de croisière, enfin, avant qu'elle le soit, il se passera un certain temps, eh ben, en fait, elle va générer des cash flows gigantesques, et c'est ce qui explique en fait que cette valorisation, probablement à terme d'1 milliard d'euros, est une valorisation tout à fait raisonnable, parce que en fait, ça va générer un cash de malade. Voilà. Et donc, le jeu de la startup, c'est ça. Donc, quel est le jeu stratégique et financier qu'il faut jouer? Une entreprise comme Uber, qui s'est introduite en bourse l'an dernier, perdait encore 6 milliards de dollars et était valorisée 60 milliards de dollars. Donc, faire des pertes n'est pas gênant à partir du moment où on sait que vous allez mathématiquement dépasser le point mort. Mais par contre, l'enjeu, c'est de devenir la référence, c'est de devenir une référence absolue pour tuer le match. Et c'est ce qui se passe avec Sunday. Alors, pour vous donner des chiffres médians en termes de valorisation, puisque je vais me baser sur des chiffres réels, il y a une étude extrêmement intéressante, enfin toute une série d'études qui sont publiées par Avolta Partners. Si vous tapez avolta.com et que vous vous inscrivez pour recevoir la newsletter et les études, vous allez voir qu'il y a 3 études. Il y en a une sur la valorisation des startups, il y en a une sur la valorisation des exits, et il y en a sur les valorisations médianes. Donc là, j'ai fait en une slide une synthèse des valorisations des startups européennes, donc qui est drivée par énormément de data. Et donc, cette slide, elle est très intéressante, même si elle est un peu touffue, parce qu'elle vous montre des valeurs médianes, qui sont des meilleurs indicateurs de tendance centrale, parce que toutes les startups ne sont pas des licornes. Et donc, on y voit que les startups qui sont financées par des venture capitalistes lèvent en montant médian 3,5 millions d'euros, ce qui est pas mal. Donc, ça veut dire qu'il y a sans doute un tour seed, une série A, peut-être une série B. Ces entreprises-là mettent 7 ans à se revendre. Donc, le venture capitaliste qui vous dit il faut que je sorte en l'espace de 5 ans, la réalité médiane, c'est quand même plutôt 7 ans. C'est pour ça d'ailleurs que les fonds de capital risque ont plutôt une durée de 10 ans extensible à 12. Donc, ces boîtes mettent 7 ans à se revendre. 50% des boîtes mettent même plus de 7 ans. C'est à ça que correspond une valeur médiane. Mais 7 ans contre 10 ans pour des entreprises bootstrappées, c'est-à-dire financées par des business angels ou en autofinancement, ce qui peut aussi être une option, ce qui montre qu'il y a une sélection des VC pour des boîtes qui sont accélérées plus vite et en termes de montant de valeur de revente médiane, c'est déjà pas mal. Hein, on arrive à 24,5 millions d'euros, ce qui correspond très exactement à 7 fois les 3,5 millions d'euros injectés. Ça ne veut pas dire que le VC fait cette fois la mise, puisque le VC prend une part du capital sur une valorisation. Et d'ailleurs, en fait, la valorisation, la performance moyenne des fonds de capital risque est de 3%. Il y a quelques années, elle était même plutôt proche de 0. Et donc, c'est un métier difficile où seul le premier quartile, les fonds les plus talentueux ou les plus chanceux gagnent de l'argent. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les entreprises financées par des VC sont vouées à croître plus vite, à être exitées, à être vendues plus rapidement ou
moins lentement et plus cher, 24,5 millions d'euros contre 17 millions d'euros. Et cette métrique de revente, si on la compare à un multiple du chiffre d'affaires, correspond à 3,9 fois le chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Donc, on ne parle pas d'un multiple de profit puisque les entreprises ne sont pas encore nécessairement profitables. D'ailleurs, vous voyez la troisième statistique, c'est que 54% seulement des entreprises au moment de la revente sont profitables. Ce qui ne veut même pas dire d'ailleurs qu'elles génèrent du cash puisqu'il y a encore plus des enjeux de besoins à fonds de roulement et des enjeux de CAPEX d'investissement. Donc, dans le plan de financement, c'est ce qui vous explique qu'une entreprise comme Uber, par exemple, est valorisée beaucoup alors qu'elle ne gagne pas encore d'argent. Donc, la question pour vous, c'est si vous embarquez des investisseurs, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir une assurance d'une probabilité relativement forte de leur part de faire 3 ou 4 fois la mise. Et le but, ce n'est pas forcément d'être profitable, encore une fois. Et évidemment, une entreprise comme Sunday n'est pas encore profitable, puisque là, elle est en train d'investir pour conquérir le monde, ou en tout cas l'Europe et les États-Unis, sur la verticale restaurant et peut-être à terme les hôtels. Mais l'anticipation, c'est qu'à un moment donné, cette entreprise va valoir énormément d'argent. Voilà donc pour des chiffres de valorisation qui correspondent à des statistiques et qui montrent que le but n'est pas forcément d'être rentable. Je peux prendre un autre exemple d'ailleurs d'une boîte que j'aime bien, mais qui du coup effectivement n'est pas dans les mêmes montants de valorisation que Sunday. C'est une entreprise qui a été créée par 3 polytechniciens qui ont créé cette boîte après leur sortie de l'X, une boîte qui s'appelait Price Match et qui a développé des algorithmes de yield management, d'optimisation des prix pour des hôteliers. Ils ont signé rapidement quelques hôteliers, ils ont été financés assez rapidement par le fonds d'amorçage de Partech, qui a d'ailleurs actuellement 6 licornes dans son portefeuille, et en l'espace de 18 mois, ils signent 1000 hôtels, en mettant en place un call center, etc. Et en 18 mois, Booking les rachète pour 50 millions d'euros plus un earn-out et scale ça sur 1 million d'hôtels. Donc, l'idée, c'est de dérisquer le projet, de montrer qu'il y a de la traction et pas simplement un joli produit. Et à partir du moment où vous montrez qu'il y a de la traction et que ça peut devenir intéressant ou potentiellement dangereux pour un gros acteur, vous vous mettez en revente et j'ai beaucoup d'exemples de ce type-là. Et l'idée n'est pas du tout d'être rentable et les fondateurs de Price Match viennent de remettre le couvert en levant un tour de seed et une série A avec Partech et avec Sequoia Capital sur une application qui s'appelle Penny Lane, qui est une sorte d'app store d'applications financières. Et je pense qu'ils vont refaire la même chose, mais avec un zéro de plus. Et c'est là qu'on va voir la même logique, qu'on voit à l'œuvre la même logique de développement que ce que je vous ai expliqué sur Sunday. Voilà. Alors, petite indirection au début, donc avant de faire monter des investisseurs au cocotier, que ce soit des business angels, du friends and family, des fonds de seed, des fonds de capital risque, vérifiez bien d'avoir réparti le capital initial de façon professionnelle et pas romantique, parce que ça peut être un vrai deal breaker. Donc, je le fais court, mais je suis complètement en phase avec ce qu'écrit Rudel, le cofondateur de Criteo, donc entreprise qui a été cotée en bourse sur 1,4 milliard, en disant que l'essentiel du capital doit aller à des founders, à des fondateurs full-time. 85% du capital doit aller à des founders full-time. Si vous donnez trop de capital à l'extérieur, à des advisors ou autres, ça sera vu comme un signe, une preuve de non-professionnalisme parce qu'il y a un problème d'alignement d'intérêts. Enfin, il y a plusieurs problèmes que je peux développer, mais il y a peu d'exceptions à cette règle. Et donc, cette répartition du capital doit être motivante et équitable. J'ai moi-même fait une recherche sur la répartition du capital dans les startups. 3/4 des startups sont créées par 2 ou 3 associés. Le one-man show n'est presque jamais de mise parce qu'il y a un key man risk ou un key woman risk et l'armée mexicaine n'est pas non plus le standard. Donc, votre challenge, c'est très souvent de trouver 1 ou 2 associés complémentaires en termes de compétences et de tempérament. Donc, la fameuse équipe avec le visionnaire, le super marketeur et vendeur, le super CTO et le Shiva du back-office, donc qui s'occupera de tout ce qui est administration, finance et process. Voilà. Et à partir de là,
eh bien, effectivement, la trajectoire de votre entreprise sera rythmée par une roadmap technique et commerciale qui va l'amener soit à s'autofinancer rapidement. Je connais aussi des entreprises, y compris de software, qui se sont développées avec leurs clients et qui, en 5 ans, sont arrivés à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros de cash, mais peut-être qu'il fallait aller plus vite. Ou alors, effectivement, si vous créez une boîte deep tech, là, c'est sûr que vous ne pouvez pas trouver des clients qui vous payent l'ensemble de vos développements et vous serez obligé de trouver un mix subtil entre de l'equity, de la subvention, de l'avance remboursable, du crédit d'impôt recherche. Mais dès que vous faites rentrer de l'equity, ben vous mettez en place un compteur qui fait que l'exit doit être profilé, ce que Tigrane appelait des événements de liquidité. Et l'exit, dans l'immense majorité des cas au niveau européen, c'est une cession industrielle, c'est un M&A, c'est d'être absorbé par un grand groupe. C'est beaucoup plus rarement une introduction en bourse, c'est un peu plus le cas aux États-Unis, mais ça reste aussi le cas minoritaire. Quand vous introduisez une boîte en bourse, vous n'êtes pas directement liquide. Vous avez un trou dans la baignoire, vous pouvez vendre quelques actions, mais si vous en vendez trop, vous effondrez le cours, puisque vous n'avez pas la même liquidité que des actions Total, Hermès, l'Air Liquide, etc. Et donc, la question de la synchronisation de vos levées de fonds avec les principales étapes techniques et commerciales du développement de la boîte se pose. Généralement, il faut lever suffisamment d'argent pour 18 mois à 2 ans, avec des exceptions d'entreprises qui exécutent très vite, comme Sunday, mais généralement, comme on met à peu près 1 an à trouver de l'equity et que pendant qu'on en cherche, on délivre moins sur un certain nombre de choses. Donc, il faut lever suffisamment d'argent modulo les dérapages. Et donc, ça pose la question du tour seed, de la série A, de la série B, voire davantage. Voilà. Donc, toutes les trajectoires de vos entreprises peuvent se résumer sur ce graphe. Souvent, je prends comme exemple évidemment Big Mama, mais aussi une autre entreprise qui a été un des premiers à l'incubateur HEC, qui s'est développée au début en pur autofinancement et qui s'appelle Crazy Voyage, qui est une agence de voyage spécialisée dans les enterrements de vie de garçons et les enterrements de vie de jeunes filles. Very bad trip à la française. Donc, les fondateurs ont apporté 15 000 euros, se sont développés, mais ensuite ont été courtisés par un fonds de capital développement, ce qui leur a permis de se développer plus vite et de racheter un concurrent au UK. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, il faut sortir ce fonds en lui assurant une sorte de liquidité. Et puisque ces actionnaires-là, généralement, ne veulent pas de dividendes. C'est rare que vos investisseurs veulent des dividendes, et si c'est un fonds de capital risque, c'est évident que ce n'est pas des dividendes. Le seul enjeu, c'est un money multiple qui est constitutif du taux de rendement. Par exemple, faire 3 fois x3 pour un investisseur en 5 ans, c'est comme avoir un rendement financier de 25%. Faire x10 en 5 ans, c'est avoir un rendement financier de 58,5%, donc arrondissons ça à 60. Voilà. Et donc, se pose ensuite donc la question de la valorisation de votre boîte. Vous allez créer votre boîte avec un capital initial de 2 000 ou 5 000 euros. Généralement, ça tourne autour de ça quand on regarde à l'incubateur. Vous ne cassez pas votre tirelire à plus que ça. J'ai même vu une entreprise que je ne citerai pas qui a créé une société par action simplifiée avec un capital de 1 euro divisé en 1000 actions d'un dixième de centime d'euro. Donc, j'ai été obligé de changer le nombre de zéros de mon tableau Excel. Bon, retenez que vous avez plutôt intérêt quand même à créer avec un capital d'au moins 1 000 euros et avec des actions d'un nominal d'un centime d'euro, ce qui ferait 100 000 actions d'un centime d'euro pour 1 000 euros. Mais après, c'est de la cuisine que je vous expliquerai. Mais l'idée, c'est ensuite, si vous faites un premier tour où vous levez, par exemple, 1 million d'euros contre 25% du capital, donc là, c'est déjà plus du business angel ou c'est du très gros business angel. Pour Big Mama, c'était 1,5 million contre 20% avec effectivement des gros business angels. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que votre entreprise vaut
vaut beaucoup plus que l'argent que vous y avez investi. Et pour faire court, en fait, vous vendez un futur et vous ne vendez pas du passé ou un présent. Les investisseurs savent très bien que l'entreprise est en devenir et grosso modo, le seul raisonnement que fait un investisseur financier avisé, au-delà de faire un pari sur vous, c'est de dire j'investis sur un prix par action donné ou une valorisation donnée dans la perspective de faire 5 à 10 fois la mise, voire davantage, puisque ce rendement supérieur va me faire compenser le risque que j'assume totalement de tout perdre. Je vous rappelle que les startups sont des objets éminemment mortels. C'est un process extrêmement darwinien. Même le meilleur fonds de capital risque du monde, Sequoia Capital, a des exits positifs, 20% d'exits positifs. Donc, il y a de la casse et donc, l'idée, c'est de se constituer un portefeuille. Vous allez dire, oui, mais vous, c'est la boîte de votre vie. Et donc, vous vous condamnez à réussir, à pivoter ou à recréer une autre startup. Et donc, finalement, comment valoriser cette startup? Je vais vous donner un certain nombre de clés, mais on est, comme je le dis souvent, à la croisée des mathématiques financières et du souk de Marrakech. Et c'est beaucoup plus proche du souk de Marrakech que des mathématiques financières parce qu'en fait, on est dans de la négo à l'état pur. Et ce n'est pas seulement de la valorisation, ça serait trop simple. Il y a également des termes du pacte d'actionnaires. Je ne vais pas tout développer aujourd'hui sur le pacte, mais je pourrais vous servir une valorisation en apparence généreuse avec des clauses de double dip ou de liquidation préférentielle qui fait que je me sers d'abord et ensuite on se partage tout le reste. Donc, ce n'est plus du tout le même deal que de dire je prends un quart du gâteau et ensuite on se partage ça dans cette proportion-là. Et donc, finalement, cette discussion souvent âpre sur la valorisation est résumée par une entrepreneuse qui était passée par un de mes programmes et à qui son investisseur potentiel, qui est un HEC, lui a dit « Votre entreprise n'a de valeur que l'argent que je veux bien mettre dedans ». Donc, vous imaginez l'ambiance. Donc, grosso modo, il voulait dire bah, ça vaut que dalle, ça vaut zéro. Et l'entrepreneur ne s'est pas laissé démonter en disant bah, « Vous ou d'autres, grosso modo, t'es pas seul, Coco ». Et finalement, l'entreprise a levé, mais on est évidemment au cœur du réacteur et de la discussion. Et donc, on en arrive toujours à cette question d'anticipation des cash flows futurs. Évidemment, on ne sait pas, même pour une entreprise cotée, et on fait des hypothèses, et en phase d'amorçage ou de capital risque, on peut encore difficilement faire des inférences sur la croissance, sur le taux de marge ou autre, mais ce qu'il faut retenir derrière ça, c'est effectivement une anticipation de cash flow futur extrêmement important. Et le risque, au sens mathématique du terme, c'est l'écart type du rendement. Ça peut se calculer a posteriori sur des entreprises cotées en bourse, mais pour faire court, pour des entreprises, des small cap ou des entreprises non encore cotées, le risque, il oscille entre le fait de tout perdre et l'upside risk, qui est de faire un multiple extrêmement élevé. Souvent, pour les fondateurs, c'est fois 1000, et pour les investisseurs, quand ils sont à la fois chanceux ou talentueux, on a vu des deals venture où les investisseurs ont fait x100, x800 pour Facebook, x6000 pour les investisseurs qui ont financé Digital Equipment, et c'est ça qui finance, qui alimente un peu ce rêve américain. Et donc, votre challenge de CFO ou de CEO, c'est de répartir des flux de trésorerie et des plus-values futures entre différents stakeholders, entre les cofondateurs qui prennent effectivement l'essentiel des risques, des investisseurs, des salariés qui veulent être payés mais qui vont vouloir aussi être associés aux résultats futurs, mais ça c'est des plans de stock options, c'est pas aussi confortable que d'avoir des stocks en dur, mais par exemple pour les salariés, les 50 salariés de WhatsApp au moment de la revente, ils sont tous devenus multimillionnaires et les fondateurs sont devenus milliardaires. Je vous rappelle que la transaction s'est faite pour 19 milliards de dollars autour d'une bouteille de Jack Daniels. Et donc, le challenge, c'est encore une fois de profiler l'entreprise pour qu'elle soit exitée, pour qu'il y ait cet événement de liquidité qui, dans beaucoup de cas, sera une cession de l'entreprise. Les méthodes de valorisation, il y en a fondamentalement trois.
pour d'autres plus exotiques et tout, et qui sont aussi très liés à la conjoncture, comme on le verra. Actuellement, on est de nouveau dans une conjoncture, à mon sens, un peu bullistique, qui ne va pas s'éterniser, mais où les valorisations s'envolent de nouveau. Mais ça veut dire que toujours dans la perspective que l'investisseur multiplie sa mise. Donc, vous avez les méthodes dites patrimoniales qui s'appliquent à l'immense majorité des PME, où grosso modo, on valorise l'entreprise selon le montant de ses actifs, plus ou moins un certain goodwill ou un badwill. La méthode de rendement qui consiste, ou méthode des comparables, qui consiste en fait à vous valoriser en comparaison d'une entreprise homologue, par exemple un restaurant situé dans la même rue, juste à côté, s'il s'est vendu 2 millions d'euros, ben, vous pourrez probablement effectivement baser sur des prix comparables. Et donc, ça veut dire que grosso modo, on vous valorise sur la base d'un chiffre d'affaires d'une entreprise comparable ou d'un résultat standard d'une entreprise comparable, donc un multiple de votre résultat d'exploitation, plus le cash moins les dettes, ou un multiple ou un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et l'évaluation par les flux est celle qui s'applique pour des startups où on valorise principalement le futur, puisque l'entreprise fait énormément de pertes, voire pas de chiffre d'affaires du tout. Une entreprise comme YouTube a été vendue au bout de 18 mois alors qu'elle ne faisait pas un centime de chiffre d'affaires. Pour des réseaux sociaux, c'est la même chose. Pour WhatsApp, c'était la même chose. YouTube, Google a mis 10 ans à la monétiser et ça devient rentable maintenant, mais au moins ça crée de la stickiness dans l'environnement Google. Et donc, il y avait un rationnel d'investissement qui explique pourquoi Google a racheté cette boîte 18 mois après sa création pour 1,6 milliard de dollars. Voilà. Donc, en matière de raisonnement de la part de l'investisseur, le raisonnement, il est simple. L'investisseur va se dire combien est-ce que cette entreprise peut être revendue. Donc, avant même de rentrer, on essaye de faire des inférences sur la valeur de revente, d'où les chiffres que je vous ai montrés. Et si je veux faire x3 sur une boîte que j'estime pouvoir être revendue 15 millions d'euros, ben, ça veut dire que cette boîte, je la valorise 15 millions divisé par 3 à un instant T, donc 5 millions d'euros. Et si on doit y injecter 2 millions d'euros, donc je la valoriserai au maximum 3 millions pré-monnaie. Voilà. L'autre raisonnement standard qui commence à être un peu challengé, c'est que quel que soit X, vos investisseurs vont pour exister vouloir prendre à peu près un tiers du capital. Actuellement, ils acceptent de prendre un peu moins, puisqu'encore une fois, dans ce dialogue compétitif entre l'argent et les idées et le talent, l'argent est surabondant et les meilleures boîtes arrivent à mettre en concurrence la plupart des fonds. Mais grosso modo, Pierre Kosciusko-Morizet disait si l'investisseur veut prendre un tiers du capital, demandez le plus possible parce que de toute façon, quel que soit X, il voudra prendre un tiers. Donc, si c'est ce raisonnement-là, effectivement, si vous demandez 1 million d'euros à un VC, il va accepter de vous valoriser 2 millions pré-monnaie puisque 1 divisé par 2 plus 1, ça va faire un tiers du capital. Et effectivement, d'un autre côté, vous, fondateurs, vous souhaitez rarement lâcher plus de 25% du capital à l'occasion d'un tour de financement parce que vous dites qu'au bout de 2 tours, vous serez au-dessus de 50%. Alors, en fait, ce n'est pas 100 moins 25 moins 25. Au premier tour, vous serez effectivement à 75% et au deuxième tour, vous serez à 75 fois 0,75, vous serez à 52,5%. Voilà. Et donc, les startups sont dans la partie droite de mon graphe où vous avez, où on est quand même plutôt sur du futur, ce qui fait que vous pouvez encore une fois faire des pertes et pas de chiffre d'affaires du tout, mais on va monétiser une technologie, une base client, une technologie dérisquée. Une technologie en soi, s'il n'y a pas de traction, ça vaut zéro. Et ça nous explique effectivement les valorisations qui peuvent vous paraître folles et que je vous souhaite sur un certain nombre de startups qu'on a connues ou de startups que vous connaissez, de startups anglo-saxonnes. Alors, attention aussi à la conjoncture. Celui qui vous dira que la valorisation est une science est un imposteur, ou en tout cas, s'il n'a pas un discours très articulé. Voilà, c'est extrêmement sensible à la météo. Certains d'entre vous sont probablement trop jeunes pour avoir connu la bulle Internet et l'éclatement de la bulle Internet. Mais après l'éclatement de la bulle Internet, l'indice des startups qui étaient cotées, des small caps qui étaient cotés au nouveau marché, est passé
de 7 500 à 500. Donc, ça veut dire que les valorisations de tout un compartiment de l'économie ont été divisées par 15. Donc, ça a été Hiroshima, ça a été thermonucléaire. Et évidemment, vous ne pouvez pas, si vous dites « Ah bah oui, mais moi, je ne suis pas coté, je suis percé », ça veut dire que pendant 2 ans, il n'y a quasiment pas eu de levée de fonds. Et c'est dans ces conjonctures-là que des vrais entrepreneurs solides se sont développés quand même, et d'ailleurs avec moins de concurrence, puisque c'était une sorte d'hiver nucléaire. Maintenant, par contre, il y a beaucoup d'argent, donc il faut aller beaucoup plus vite. Par contre, effectivement, si les bulles éclatent, il vaut mieux avoir suffisamment d'argent pour traverser ça. Donc, attention à ça. Et j'ai connu une entreprise qui, effectivement, avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est cotée en bourse, ça a été valorisé 1 milliard. Et après l'éclatement de la bulle, ça s'est effondré. Et 8 ans plus tard, elle était toujours cotée au Nasdaq et au nouveau marché. Elle faisait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle n'était plus valorisée que même pas 1,5 fois son chiffre d'affaires. Ça veut dire que les analystes financiers et les investisseurs n'anticipaient plus une croissance de type winner takes all. Donc, on était dans une entreprise qui n'était même plus un éditeur de logiciels, mais une sorte d'intégrateur mal valorisé. Donc, elle a été retirée de la cote. Voilà. Je vois que quelqu'un a levé la main. Je vais bientôt conclure. Donc, l'idée, c'est si j'ai l'occasion de vous challenger à l'occasion des permanences startup pour que vous compreniez la logique des valorisations DCF, c'est des valorisations qui sont à la fois mathématiquement exactes, mais extrêmement instables, car dépendantes de paramètres de croissance et de rentabilité. C'est pour ça que je vous ai d'emblée donné mon exemple d'une boîte qui a une croissance 3 fois supérieure et un taux de marge 3 fois supérieur à la PME de 20% de croissance et 20% de rendement, et ça donne une valorisation 50 fois supérieure. Donc la logique, c'est la logique effectivement des cash flows futurs, mais ces cash flows vont être discountés d'un taux qui manifeste le taux de risque et le coût de l'argent, le coût du capital et le coût de la dette, donc principalement du capital pour vous, puisque vous n'aurez pas de la dette pour une start-up. Alors, la cuisine d'une augmentation de capital, si je la prends à travers ces 2 exemples, et puis ensuite on va s'arrêter pour la discussion et les questions. Donc, prenez une boîte qui pourrait être la vôtre, que vous avez créée avec un capital social de 15 000 euros. C'était exactement le cas pour Crazy Voyage, avec 3 cofondateurs. Et donc, pour faire simple, on va dire que le capital est constitué de 15 000 actions d'un nominal de 1 euro. Et donc, vous négociez avec des business angels qui ont quand même les poches un peu profondes. Je rappelle que la mise moyenne des business angels en France est de 7 000 euros. Donc, ce n'est pas des pièces jaunes, mais vous allez essayer de ne pas vous retrouver avec une 50aine d'actionnaires parce que c'est une tannée à toutes les AG au moment de la revente, parce que certains vont vouloir négocier des accords particuliers, même s'ils ont signé un pacte. Donc, voilà, vous avez un groupe de business angels qui négocie dans une sorte de petit Big Mama 500 000 euros en échange de 1/4 d'une start-up. Vous ne vendez pas d'actions, vous émettez des actions nouvelles. Donc, vous gardez vos 15 000 actions, les 2 ou les 3 cofondateurs, et vous émettez un nombre N d'actions tel que N sur N plus 15 000 égale 25%. Donc, en fait, vous créez 5 000 actions. Encore une fois, vous ne vendez pas d'actions, vous faites une assemblée générale extraordinaire qui décide de la création d'un nouveau nombre d'actions qui vont diluer les actionnaires existants, puisqu'après, au final, on a 20 000 actions, vous gardez vos 15 000, donc vous êtes comprimé effectivement dans un espace de 75%. L'investisseur, par contre, il rentre beaucoup plus cher que les fondateurs, donc it's good to be a founder. L'investisseur, il apporte 500 000 euros contre 1/4 du gâteau. Ça veut dire que le gâteau vaut 4 fois 500 000 euros, il vaut 2 millions, mais vous n'avez pas valorisé l'entreprise 2 millions. Souvent, les fondateurs confondent post-monnaie et pré-monnaie. Vous avez valorisé votre entreprise 2 millions moins 500 000, vous l'avez valorisé 1,5 million. La preuve, vous dites, voilà, ma boîte vaut 1,5 million, vous avez 500 000, donc vous avez 500 000 sur 1,5 million plus 500 000. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait que je dis, c'est à la croisée des mathématiques financières et du souk de Marrakech. Donc, vous voyez bien que des investisseurs rentrent en payant 100 fois plus cher l'action initiale, puisque la boîte est valorisée 1,5 million contre 15 000 euros de capital initial. Et à la fin, vous voyez bien qu'il y a 20 000 actions fois 100 euros l'action, ça fait bien 2 millions post-monnaie. Et donc, il y a une prime d'émission, ce qu'on appelle une prime d'émission.
qu'évidemment l'entreprise peut consommer aussi, qui permet encore une fois de développer l'entreprise et d'accélérer en termes de traction et d'atteindre vos objectifs commerciaux et technologiques. Voilà, donc vous êtes dilué, vous avez fait rentrer 500 000 euros et vous avez embarqué des investisseurs qui sont copropriétaires de votre entreprise et qui vont vous coller une certaine pression, voire une pression certaine pour que vous vous développiez. Deuxième exemple, et pour que vous compreniez bien cette logique, donc là, on rentre effectivement dans une série A, donc on n'est plus sur du seed, business angel, etc. Là, on a un fonds de venture capital qui investit 2 millions d'euros contre 20% de la même startup. Donc, je vous rappelle que maintenant, on est passé à 20 000 actions, donc les 15 000 plus les 5 000. Donc, combien d'actions est-ce qu'il faut créer? Ben, en fait, si vous faites de nouveau l'équation, mais j'ai des fichiers Excel pour ça, on crée un nombre rond d'actions, ben, c'est de nouveau 5 000, parce que 5 000 par rapport à 20 000 actions existantes, ça fait 5 000 sur 25 000, ça fait 20%. Donc, vous voyez bien que cet investisseur qui a apporté 2 millions d'euros a payé 4 fois plus cher, puisqu'il a apporté 2 millions d'euros, il a le même nombre d'actions que nos business angels qui ont 5 000 euros. Et donc là, on a une action qui, si l'entreprise était cotée en bourse, vaut 400 euros. Je vous rappelle que vous, fondateurs, vous l'avez payé 1 euro, donc que dalle. Donc, it's good to be a founder, et donc ne donnez pas d'action à n'importe qui, parce que l'essentiel, ça doit aller à des fondateurs qui vont se défoncer pour développer l'entreprise. Et donc, 2 millions d'euros contre 1/5 du gâteau, ça veut dire que le gâteau, les 5/5 valent 10 millions d'euros. C'est la valeur post-monnaie, c'est celle que vous trouvez en faisant une règle de 3. Et donc, la valeur pré-monnaie, c'est 10 millions moins 2 millions, c'est 8 millions, et c'est bien 4 fois le dernier post-monnaie. Et donc, il y a eu un saut de valorisation, de la même manière qu'il y a eu un saut de valorisation entre x3 et x4 en l'espace de 5 mois sur Sunday. Ils sont juste trop forts. Voilà. Et donc, vous, founder, vous êtes dilué. Avant, vous aviez 75% de la boîte, et là, vous êtes dilué dans un espace de 80%, puisqu'un nouvel investisseur prend 20%. Et comme vous aviez 75% de ces 80%, ça vous amène à 60%. Le VC à 20, le business angel qui a le même nombre d'actions que le VC à 20. Et donc, à la fin, on se retrouve avec des founders qui sont encore majoritaires, mais si l'entreprise continue à cramer du cash, vous êtes de toute façon embarqué. Donc, certes, vous avez encore la majorité, et donc vous pouvez nommer le dirigeant, fixer les salaires, etc. Mais tout ça, ça va se négocier au sein du conseil d'administration, sur la base d'un budget, sur la base d'une vision, etc. Et évidemment, tout le monde aura intérêt à ce que l'entreprise se développe et que tout le monde soit motivé. Par contre, si elle ne se développe pas et si vous cramez du cash, souvent, la variable d'ajustement, c'est les fondateurs et notamment le CEO. Et donc, la qualité d'un investisseur s'appréciera dans sa capacité à vous challenger et à vous soutenir dans les moments difficiles. Voilà, il n'y a pas de sécurité sociale du venture capital ou autre. En tout cas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les down rounds. En fait, voilà, c'est pas inéluctable que les valorisations se fassent sur des valorisations croissantes. Vous pouvez faire des opérations sur un prix par action inférieur. Et le pire du pire, avant que la boîte ne se vautre, c'est ce qu'on appelle un coup d'accordéon ou un washout, qui n'a rien de romantique du tout. Et ça veut dire que c'est une augmentation de capital avec un pré-monnaie de 0. Donc, tous les fondateurs, tous les investisseurs disparaissent de la cap table, et s'ils ne suivent pas l'opération, ben, ça m'a appris 2 adages anglo-saxons dans une startup de la Silicon Valley que j'avais connue, c'est pay to play et old money is old money, new money is new money. Voilà, j'en ai terminé. Je pourrais encore donner beaucoup d'éléments, mais là, le focus, c'était quelle valorisation pour votre startup. Et la logique, il faut juste être empathique, c'est de se dire l'investisseur généralement ne va pas vouloir de dividendes, va vouloir un multiple de sa propre mise. Et donc, ça veut dire qu'il faut que vous construisiez une startup de façon à la revendre sur une valeur la plus élevée possible dans un temps relativement court. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Alors, on va procéder aux questions. Il y a déjà une question, je ne sais pas si tu la vois dans les questions et réponses. Ouais. Tu veux peut-être répondre à l'oral. Oui, alors quelle est la Florent. question? Oui, ou à moins que vous vouliez prendre la parole, puisque là, je peux effectivement regarder les questions, mais… Non, mais regarde, il y a un onglet questions et réponses en bas. Oui, Ça vous... j'en vois plusieurs. Alors, quelle est la tendance?
de l'utilisation des ICO chez les investisseurs. Il y a eu à un moment donné effectivement des initial coin offerings avec des business plans qui étaient vraiment parfois un peu amateurs, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment fait fortune en Bitcoin. Honnêtement, ça n'a pas irrigué l'ensemble du marché. Il y a effectivement de plus en plus d'argent disponible. Le monde a changé en l'espace de 2 ou 3 ans et les métriques et les montants, enfin voilà, le fait que des startups françaises en une semaine aient levé 1 milliard, ça ne s'était jamais passé. Donc il faut garder la tête froide et il faut comprendre effectivement la logique sous-jacente. Interpréter le wake-up call à la lueur du phénomène des reverse unicorns comme Casper Sleep. Oui, alors effectivement, le wake-up call, on risque de l'avoir. De toute façon, si vous n'exécutez pas et si vous êtes coté en bourse, moi j'étais administrateur d'une société cotée qui s'est très bien revendue à l'occasion d'une OPA amicale par un génico, mais si vous ne délivrez pas, vous vous faites massacrer et vous devenez ce qu'on appelle une penny stock. Donc c'est pour ça que certains investisseurs n'aiment pas trop les IPO parce que vous n'êtes pas forcément très très liquide, sauf quand vous êtes une boîte extrêmement valorisée et que finalement la proie devient trop grosse. Et dans ce cas-là, on accepte l'IPO. Et donc, effectivement, les IPO, c'est 7,5% des exits, mais pour 15% de la valeur. Mais il y a des wake-up calls de la même manière que quand l'entreprise n'est pas encore cotée. Si vous n'exécutez pas suffisamment, ben, il y a des tours de refinancement qui se font sur des valorisations inférieures, ce qu'on appelle les down rounds. Et les fondateurs peuvent numéroter leurs abattis. Alors, donc, il y a une question sur les down rounds, prix d'IPO plus bas que le dernier tour privé et des write down. Oui, alors, effectivement, bon, sur Price Minister, qui est un cas que j'ai bien étudié aussi, et Pierre Kosciusko-Morizet est un entrepreneur absolument génial. Je rappelle que Price a été créé comme une sorte de copycat européen d'une entreprise qui s'appelait Have.com, donc une sorte de site C2C de produits culturels, et qui en un an avait été revendu 350 millions de dollars à eBay. Voilà. Et donc Pierre a fait la même chose en Europe, a fait un tour de business angel en un mois ou en moins de 2 mois en levant 700 000 euros contre à peu près moins de 25% du capital. Et puis il y a eu plusieurs tours et tout. À partir de 2007, les marchés étaient fermés, donc l'IPO de Price n'a pas été possible, mais l'entreprise s'était développée, avait fusionné d'autres entreprises pour atteindre la masse critique. Et finalement, la boîte a été rachetée par Rakuten 10 ans plus tard pour 200 millions d'euros et un earn-out je suppose d'à peu près 50 millions d'euros. Donc, effectivement, les investisseurs, les business angels qui ont cumulé, avaient suivi et ont mis 2,7 millions, ont fait 18 fois la mise, ce qui, s'ils avaient mis le 2,7 millions dès le début, fait quand même un rendement de 33%, donc c'est mieux qu'un livret A. Les fondateurs ont fait 1124 fois la mise, et les VC, bon, je le fais un peu court, mais bon, certains étaient sortis avant sur une holding qui avait été créée par Pierre, parce qu'ils ont pris peur, et donc ils ont cédé à peu près sur leur valeur d'entrée. Mais au final, effectivement, Rakuten, puisque c'est ce que Wang raconte, effectivement, Rakuten qui a profité de Price Minister pour en faire une sorte de porte-avions et pour appeler ça Rakuten Europe, a discounté la participation et le marché est devenu de plus en plus compétitif. Donc Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings et ses associés ont bien fait de revendre l'entreprise parce que la compétition par rapport à des boîtes comme eBay sur les commissions était de plus en plus et donc là ça devenait un jeu de gros. Donc, il y a effectivement il y a des down rounds, il y a des discounts et les arbres ne montent pas toujours jusqu'au ciel, ce qui pose la question de à partir de quel moment est-ce que vous revendez, à partir de quel moment est-ce que vous, fondateurs, vous cessez d'accélérer. Alors, quand vous avez des investisseurs intelligents, je vous conseille vraiment beaucoup de lire le livre de Rudel sur la saga de Criteo. Le livre se lit vite et il s'appelle « On m'a dit que c'était impossible ». Vous verrez que ce livre a très beaucoup de
de bons concepts, de bons messages autour de l'entrepreneuriat, mais il explique qu'après avoir pivoté d'ailleurs 2 fois, puisque l'entreprise n'avait pas tout de suite trouvé son marché, quand l'entreprise s'est énormément développée en Europe pour tenter l'aventure américaine, effectivement, elle a fait une grosse augmentation de capital et les entrepreneurs, les fondateurs ont fait un partial cash-out. Donc, pour que vous preniez tous les risques, pour que vous y alliez à fond, parce qu'on ne peut pas y aller à moitié, effectivement, vous avez des investisseurs qui disent « Ok, on fait une augmentation de capital et on vous rachète quelques actions ». C'est rarement le cas, mais c'est des choses qui se font et effectivement, ils y sont allés du coup à fond. Et c'est devenu la réussite que vous connaissez avant que les ad-bloqueurs effectivement ne changent un peu la donne, mais donc ça a été une IPO sur une valorisation de 1,4 milliard de dollars. Et donc les cofondateurs de Criteo, répartition du capital également public, 50% pour Rudel et 25% pour chacun des 2 cofondateurs qui sont des ingénieurs de l'école des mines de Paris, donc sont tous devenus multimillionnaires. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Olivier, Florent, Grégoire. Ah oui, alors Olivier, la taille du marché adressé compte aussi pour la valorisation? Oui. Alors, elle compte déjà, le critère, il est très brutal. Hein. Si vous regardez, par exemple, les critères de Partech, mais ils sont quasiment toujours les mêmes. Hein. C'est Team, Market Technology Traction ou Market Momentum Model et market, momentum, mais ça veut dire qu'il faut que le marché soit un gros marché, un marché de plus d'1 milliard de dollars. C'est simple, et on parle bien de marché adressable. Ne me dites pas, ne confondez pas une industrie et un marché en disant le marché mondial des télécoms et de temps, si j'ai 1% de ça, vous ferez fusiller par des investisseurs. Il faut avoir des approches bottom-up. Alors, si vous avez ça, vous ne rentrerez même pas à l'incubateur HEC, puisqu'il faut avoir des approches, montrer qu'il y a de l'attraction, montrer qu'il y a un marché adressable. Et donc, vous ne pourrez pas vous vendre très, très cher si votre marché mondial est un marché de quelques dizaines de millions de dollars. Vous ne pourrez pas vous vendre plusieurs dizaines de millions de dollars si le marché lui-même vous permet de générer une fraction de cash de cela. Et donc, grosso modo, retenez qu'il faut que ce soit un marché adressable de plus d'1 milliard. Alors, pour Big Mama, c'est très clair, des restaurants, il y en a beaucoup. Pour Sunday, des restaurants qui veulent payer. Et puis à terme, ensuite, il y a même des diversifications potentielles qui ont été annoncées pour des hôtels. Enfin, je prédis un succès interplanétaire à cette entreprise. Mais bon, Romain sait que je les adore. Et donc, oui, le marché compte énormément. Mais 75% des décisions d'investissement sont liées à l'équipe. Et donc, il y a des ref calls qui sont faites sur les équipes. L'équipe est absolument clé parce que c'est ça qui explique le succès ou les échecs. Rudel parle par exemple d'une première boîte qu'il avait exitée qui faisait des ringtones, des sonneries de téléphone mobile et d'un CTO que les autres fondateurs ou salariés surnommaient Mr. No parce qu'en fait, il s'opposait à quasiment toutes les décisions. Donc, il faut que vous ayez des gens compétitifs, intelligents, flexibles, qui pivotent et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement à cesser. Alors, option pricing model basé sur la liquidation préférentielle. Waouh! Alors là, c'est effectivement technique. En fait, l'investisseur qui rentre dans un stade très early stage, il prend un risque énorme, mais il est dedans et donc il a une option de suivre, de suivre. Mais c'est vrai que si on regarde la performance du growth capital, du capital développement, la performance moyenne est supérieure et donc en fait, il est raisonnable statistiquement de voler au secours de la victoire. Et donc, il y a plus d'argent qui est disponible en growth qu'en seed, parce qu'en seed ou en pré-seed, le rendement moyen est subnégatif. Donc, vous avez un premier quartile qui surperforme, mais le dernier quartile ne vous rend pas un tiers de l'argent. Et donc, effectivement,
Ce n'est pas seulement une question de valorisation. Et souvent, les investisseurs, ça serait intéressant de faire une recherche là-dessus, vont dire, OK, je te valorise un max, mais par exemple, voilà, prenons le cas, ça serait intéressant de challenger les fondateurs de Big Mama là-dessus sur leur tour seed ou autre, non de Sunday. J'investis 20 millions d'euros contre, par exemple, 25% du capital. Donc, j'accepte de valoriser la boîte 80 millions post-monnaie, 60 millions pré-monnaie. Mais si la boîte est vendue, les premiers 25 millions d'euros sont pour moi. Donc, c'est ce qu'on appelle une liquidation préférentielle. Et dans certains cas, c'est et j'assortis ça d'un taux de rendement moyen de 15%. Donc, ce n'est pas un taux usuraire. Si la boîte se vautre, je perds tout, mais ça veut dire je me sers d'abord. Et donc, je veux sécuriser mes multiples et je veux au moins avoir un rendement de 15%. 15%, c'est x2 en l'espace de 5 ans. 1,15 exposant 5, c'est x2. Donc, si c'est ça, si vous, fondateur, vous ne créez pas une survaleur gigantesque, vous ferez casser les reins. C'est pour ça que moi, j'ai une règle du pouce qui est le x7 ou le x10. Prenez 1 million d'euros contre 30% du capital, ça veut dire que le gâteau est valorisé 3,33 post-monnaie. Un investisseur qui veut faire x3, ça veut dire que l'entreprise devait être vendue 10 millions d'euros. Donc, quand vous levez 1 million d'equity, l'equity, c'est ce qu'il y a de plus cher. Ça veut dire que si vous ne vendez pas votre entreprise à plus de 10 millions d'euros, alors évidemment, vous allez récupérer du crédit d'impôt recherche, des subventions, etc. Mais si vous ne fabriquez pas une entreprise qui va rapporter 10 fois plus que l'equity, et regardez les chiffres que je vous ai donnés d'Avolta Partners, qui est 3,5 millions de levée médiane et cession médiane à 24,5, donc x7, ben, c'est vous qui aurez des problèmes. Donc, effectivement, il y a une sorte de bras de fer sur la valorisation et au-delà de la valorisation, sur le pacte d'actionnaires. Et là encore, j'en ai rêvé, Rudel et ses copains du net, dont Pierre Kosciusko-Morizet l'ont fait à travers de Gallion Project. Je vous conseille de regarder le site web du Gallion. Il y a une term sheet qui est une sorte de term sheet standard, mais qui est encore avec une grande plasticité de négociation et qui a été validée par une grande majorité des VC. Mais vous avez des clauses, par exemple, aussi de bad lever, qui sont des clauses assez crado. Si vous n'exécutez pas suffisamment, on vous sort, pas de votre plein gré. Et si vous sortez, bah, vous n'êtes plus là. Et si vous n'êtes plus là, bah, vous êtes obligé de revendre vos actions sur la base des fonds propres, c'est-à-dire que dalle. Et dans ce cas-là, vous ne faites pas du tout le multiple. Et il y a des cas de type, par exemple, vous savez qu'HEC a créé des MOOC et un master complètement online que Robin connaît bien avec Coursera. Une des fondatrices de Coursera, Daphné Koller, est partie. Elle a fait valoir son droit au départ. Actuellement, Coursera est valorisé à 2,5 milliards, que je sache. Je ne suis pas tout à fait sûr que Daphné va récupérer un gros multiple. Donc, en fait, ne vous obnubilez pas juste sur la valorisation. Il y a des termes du pacte d'actionnaires qui sont parfois beaucoup plus engageants pour vous. Et si vous ne créez pas de la valeur financière in fine, là, effectivement, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, faites rentrer des venture capitalistes qui vous challenge positivement, mais même si vous êtes sympa ou autre, à un moment donné, ben voilà, le business model d'un VC, c'est d'avoir un multiple, et s'ils pensent pouvoir l'assurer et que vous êtes un obstacle à ce multiple, ben effectivement, la variable d'ajustement, ça sera le CEO, et donc il faut savoir pédaler vite, beaucoup, s'entourer de talents, etc. Et les valeurs médianes ou les statistiques moyennes de réussite de start-up sont, ben vous les connaissez, sont quand même assez darwiniennes. Voilà, alors, mais en tout cas, bravo pour cette La dernière remarque, question, peut-être. Florent. Oui. Votre avis sur les startup studios qui ont entre 20 et 30% de la création d'une société, avez-vous des questions pour gérer? Alors, généralement, vous avez quand même ces startup studios prennent, enfin, ouais, vous apporte un peu plus que ça, mais c'est quasiment des co-entrepreneurs. Mais c'est effectivement beaucoup.
si vous regardez des accélérateurs comme Y Combinator, ils prennent généralement 5% du capital et ils investissent un petit montant. Et si ça donne Airbnb, ben effectivement, tout le monde est content. Donc, le Startup Studio se définit comme une sorte de co-entrepreneur. Si c'est le cas, le deal est faire. Si ce n'est pas le cas, c'est effectivement extrêmement cher payé. Donc, je suspends mon jugement, mais effectivement, des boîtes comme Rocket Internet, souvent, assemblent des boîtes. Et donc, d'un côté, l'immense majorité des VC disent le premier critère, c'est l'équipe, l'équipe, l'équipe. Et le premier fonds de venture du monde, Sequoia, dit pour nous, ce qui prime tout, c'est le business model et même l'équipe, on va l'assembler. Enfin, il faut vraiment être Sequoia pour se permettre ça. Mais effectivement, j'ai un copain venture capitaliste qui est un ancien entrepreneur à succès qui me disait, Étienne, le capital, il faut y tenir comme à la prunelle de tes yeux, mais au final, il ne faut pas être malthusien. Si vous êtes ultra dilué, moi j'ai des copains qui ont quelques pourcents de capital de boîtes qui valent plus d'1 milliard, ben, vous avez un multiple de 10 millions d'euros. Il y a une boîte, par exemple, qui s'appelle Datadog, qui a été créée par des centraliens il y a 10 ans. La boîte fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est peu de choses. Elle est cotée au Nasdaq. Elle est valorisée 44 milliards. Je ne sais pas combien est les fondateurs. L'info est publique. Mais si vous avez X% de cette boîte, vous avez X fois 440 millions d'euros. On est peu de choses. Si vous en arrivez là, pensez à m'inviter sur votre yacht personnel et Romain aussi, évidemment. Voilà. Donc, écoutez, on ne peut pas épuiser ce sujet. En tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Merci à Romain et à son équipe de l'avoir organisé. Et puis, évidemment, c'est des sujets que je peux développer en one-to-one. Mais au-delà de la technicité, c'est l'alignement des intérêts avec les investisseurs qui comptent. Voilà. Un petit mot de conclusion, je vous remets le lien vers la newsletter de l'incubateur HEC où il y a les replays de tous nos webinaires et le contact de l'incubateur HEC si vous avez des questions et voulez éventuellement prendre rendez-vous avec Étienne pour entrer plus dans le détail et focus sur votre propre boîte. Je repartage ça tout de suite. Merci Romain et à très bientôt. À bientôt, merci Étienne. Voilà, vous avez donc le lien vers la newsletter ainsi que le mail de l'incubateur.